Et nous revoilà. J'espère que vous allez toujours assez bien. Je dis assez bien, ça peut être très très bien, c'est possible aussi, c'est même mieux. Voilà, alors là, on va faire notre premier live métier de la semaine. Donc, je compte sur votre force, je compte sur votre énergie et être assez assidu pour bien tout noter. Comme je vous l'expliquais, ça va vous simplifier la vie dans votre livret de stage que vous allez devoir rentrer à la fin dans le rapport de stage. Le but, c'est vraiment, lors de ces interviews, de noter les moments clés, les choses importantes. Vous allez voir, on va y revenir tous ensemble. Le but aussi, c'est que vous participiez dans les commentaires. Donc, dès que vous avez une question qui vous trotte dans la tête au sujet du métier, n'hésitez pas à la poser. Il n'y a pas de mauvaise question. Voilà, si je ne réponds pas tout de suite à votre commentaire, ne vous inquiétez pas. On a aussi la modération. Donc, je ne sais pas si c'est encore Charlotte, mais non, c'est Cindy. Non, c'est Cindy qui s'occupe de la modération. Donc, faites-lui confiance pour résumer un petit peu les grandes lignes de ce qu'on va dire aujourd'hui. Forcément, on va faire une interview, donc il y a beaucoup d'informations qui vont circuler, donc elle sera là un petit peu pour tout réordonner. Si vous êtes perdu, regardez ces commentaires. Et si vous êtes vraiment trop perdu, c'est que moi, je fais mal mon travail. Donc, dites-le moi aussi, il n'y a pas de souci. On reviendra là-dessus ensemble. Alors, ce qui dit interview de la métier dit programme. Donc, programme avec des questions. Donc, ces questions, je vais les poser aussi. Vous allez voir, on a une petite présentation pour pouvoir tranquillement mieux comprendre l'environnement, en tout cas, et le parcours de la professionnelle du jour. Et je dis bien de parce qu'il s'agit d'une femme que vous allez voir juste après. Je vous laisse encore un petit peu patienter. On va tout de suite regarder le sommaire pour voir ce qu'on va voir. Je vais y arriver, il y a Louis qui a loupé cette transition, ça m'a fait rire. Ensuite, on va aller voir un cas concret et puis son parcours, enfin ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. Et on terminera avec clichés et anecdotes. Sans plus attendre, j'ai déjà bien trop parlé. On accueille chaleureusement Alexandra qui vient nous rejoindre. Bonjour Alexandra, comment est-ce que tu vas? Bonjour à tous, très bien, merci, c'est gentil. Bah, écoute, moi, je suis super contente d'inaugurer ces lives avec toi. Déjà, on va en apprendre un peu plus. Alors, pour la petite histoire, c'est que j'ai déjà interviewé Alexandra il y a quelques années et elle n'était pas au même poste. Donc, c'est super. Je vais redécouvrir. Donc, en tant que personnalité, je te connais, mais en tant que poste, je ne te connais pas. Donc, déjà, est-ce que tu pourrais me donner l'intitulé de ton métier et essayer de me le résumer en une ou deux phrases maximum? Aujourd'hui, depuis un peu plus de 6 mois maintenant, je suis chef de projet. Et donc, la chefferie de projet, ça constitue en fait des objectifs à atteindre avec différents jalons, donc différentes étapes, comme on peut dire. Ça D'accord. consiste en ça. Et au sein d'Orange, j'imagine. Bien sûr, au sein d'Orange et avec des intervenants internes et externes également. D'accord, donc tu peux travailler avec des gens qui travaillent dans ton entreprise chez Orange, comme C'est d'autres ça. clients ailleurs. C'est ça, je le détaillerai un petit peu tout à l'heure. Ok, bah justement, tu nous as partagé des photos qu'on va pouvoir voir à l'écran. Loïc va pouvoir s'en charger tout de suite pour un petit peu mieux comprendre tout ça. Alors, je les découvre en même temps. Je vois une capture, du coup, avec la fin du cuivre, un mouvement engagé, inéluctable et un enjeu collectif. Donc, c'est un métier déjà engagé, globalement. Oui, alors donc du coup, mon poste de chef de projet, c'est sur l'arrêt du cuivre. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez le téléphone fixe qui est quasiment plus utilisé aujourd'hui. Et donc, ça passe encore par la DSL. Et pour 64% des Français, ça passe par la fibre. En fait, l'objectif à 2030, c'est d'arrêter en fait tout ce qui est cuivre pour que ça soit uniquement sur la fibre ou des technologies alternatives comme le mobile ou le satellite. Donc, mon job, c'est ça en fait. Et Ok, pourquoi arrêter le voilà. cuivre? Alors, pourquoi on va arrêter le cuivre? On en parle déjà depuis 2019. Parce qu'aujourd'hui, les usages ne correspondent plus en fait à l'utilisation des Français. Vous devez être nombreux sur le pont à jouer et parfois y voir de la latence, le ping comme on dit. Quand on joue, ben ça le fait pas avec la fibre. Par contre, ça le fait avec la DSL. Quand il pleut, quand il neige, ça abîme le cuivre. C'est moins sur la fibre. Et puis également des enjeux environnementaux puisque le cuivre est recyclable et la fibre est 4 fois moins énergivore que le cuivre.
Et Ah oui, puis, c'est une vrai. dernière chose, c'est que, en fait, d'un point de vue économique, on ne peut plus continuer à entretenir deux réseaux et le réseau cuivre commence à s'abîmer fortement. Il a pratiquement 50 ans. Ah oui, Donc, oui, c'est il est temps de passer, passer à la suite. Effectivement. Alors, je vois pas mal de réactions. Donc, on nous redemande quel est le nom du métier. Donc, chef de projet. Voilà, comme on a pu le voir. Là, c'est bien Cindy. Il répond très, très rapidement, même plus vite que moi. C'est bien. Je vois aussi qu'il y a déjà Romain qui pense à faire des WhatsApp d'entraide pour les informations clés. C'est super. Écoutez, on verra, mais bon, n'hésitez pas quand même à bien noter par vous-même ce qui vous intéresse parce que forcément, toutes les synthèses, ça va plus être porté sur votre expérience à vous et ce que vous en tirez. Donc ça, c'est important. D'accord, très bien. Donc alors, merci beaucoup déjà, Alexandra, de nous avoir un peu expliqué ça. Je comprends mieux parce qu'au début, quand tu me disais l'arrêt du cuivre, je me doutais qu'il y avait une raison, mais je me disais un peu, mais alors, pourquoi on arrête le cuivre? Qu'est-ce qui se passe? Avec quoi on remplace? Donc la fibre, ça forcément, qui commence à arriver de plus en plus, et ça c'est bien. On avance avec son temps, ça avance, c'est bien. Il y a des choses nouvelles. Alors quelles sont les autres photos que tu as voulu nous partager? Et bien donc la fibre, hein, puisque aujourd'hui 84% des locaux sont éligibles à la fibre. Donc du coup, c'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement met en place ce plan très haut débit pour que la fibre soit déployée à 2025 et qu'on puisse arrêter au fil de l'eau le cuivre. Donc juste à côté, ce sont des câbles cuivre que l'on sera amené à déposer et donc à recycler, ce qui est un bon point dans le cadre de l'environnement. Et puis, également, vous avez en bas une photo de mairie, puisque je suis amenée à travailler beaucoup avec les élus locaux, donc que ce soit les collectivités ou les maires. Et je suis également amenée à travailler avec les opérateurs d'infrastructures fibre. Donc, en fait, ce sont les personnes qui déploient la fibre, puisque Orange ne déploie pas la fibre sur tout le territoire français, on le déploie sur 80%. Et il y a d'autres opérateurs, comme Vaucluse Numérique dans le Vaucluse, comme Adetim dans la Drôme, qui vont déployer la fibre sur des zones dites RIP, qui sont des réseaux d'initiatives publiques. C'est essentiellement engagé par le département. Bah oui, parce que j'imagine que ça doit être super difficile. On ne peut pas faire vraiment 100% de tout le territoire français parce que c'est quand même assez étendu de mettre que la fibre partout parce qu'il y a des endroits où forcément, on le sait en France, quand parfois on part dans certains endroits, c'est plus difficile de capter ou ce genre de choses, mais parce que forcément la demande est moins grande, il y a peut-être moins de gens qui y habitent. Comment ça se passe? Ou c'est plus difficile d'y accéder? C'est plus difficile d'un point de vue technique et ingénierie, où parfois il va falloir faire des grandes tranchées, du génie civil, ça a un coût important, mais aujourd'hui on se doit d'amener la fibre chez tout le monde. Après, ça peut être plus ou moins lourd à cause de ces détails qui ne sont pas que des détails techniques, hein, des coûts financiers. Et puis, il y a également des personnes qui ne veulent pas à la fibre, qui ne veulent pas faire de travaux chez eux, de travaux privés, puisque une chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans votre jardin, c'est la sphère privée. Et s'il y a des travaux à faire pour amener la fibre du domaine public, donc du trottoir jusqu'à la maison, et s'il y a des travaux à faire, c'est aux particuliers de les faire et pas à l'opérateur. Quand on dit la fibre est gratuite, déjà la fibre, l'installation, elle est offerte, elle n'est pas gratuite. Et en plus, tout ce qui est lié à la sphère privée et au domaine privé, c'est à la charge du particulier ou du syndic quand on est dans un immeuble. Propriété ou dans un immeuble, d'accord. Et alors, quand tu parlais de la fibre, du coup, est-ce que ça peut se mettre sur des poteaux ou est-ce que c'est nécessairement enterré? Les deux, en fait. Ça peut être enterré ou sur poteau, parfois parce qu'on peut pas tout enterrer, donc on met des poteaux, ou parce qu'il y a déjà des poteaux, donc on passe par les poteaux. D'accord, ok, très bien. Alors, on a une question qui vient sur le chat. On te demande quels sont tes horaires. Ah, j'en ai pas. J'en ai jamais eu. J'ai toujours été cadre ou cadre sup et j'ai jamais d'horaire. Là, j'ai commencé à 6h du matin et je pense que je vais terminer à 19h. D'accord. Et est-ce que tu peux repréciser, c'est quoi être cadre vis-à-vis d'un autre salarié?
Alors, quand on est cadre, en fait, on n'a pas vraiment d'horaire. On fait un peu ce qu'on veut dans la journée. On considère qu'on est autonome pour pouvoir faire le travail qu'on nous demande de faire, tenir nos objectifs. Et donc, on n'a pas d'horaire dans la journée. On doit travailler 5 jours par semaine. Après, il m'arrive de prendre du temps pour moi, quelques heures dans la journée, puis rattraper le soir ou travailler le week-end. Alors, on ne nous demande pas de travailler le week-end, hein, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que j'ai pas de mail, pas de réunion et que mes enfants sont grands maintenant et du coup, je peux me permettre de le faire. Ce qui fait que personnellement, je m'octroie des moments soit pour aller me faire soigner parce que j'ai des soucis de santé, soit pour faire des choses personnelles. C'est ça, en fait, le bon côté de ça, d'un autre côté, c'est que tu t'organises un peu comme tu le sens, tant que les objectifs sont atteints et que tu peux mettre en place, en tout cas, ce que tu as besoin de mettre en place. Oui, on va dire qu'en moyenne, je fais entre 50 et 60, on va dire 50 heures par semaine à peu près. Wow, fais bravo. Ouais. Bravo, quand même, parce que ça m'a l'air quand même pas mal. Mais bon, il y a chef dans ton métier, donc je pense que ça y joue beaucoup. Ok, très bien. On te demande, il y a Romain qui te demande quelles sont les qualités requises pour faire ton métier. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait être? Il faut être autonome, rigoureux, il faut savoir prendre des initiatives, savoir donner du sens, parce qu'en fait, on travaille beaucoup en transverse. Pendant 6 ou 7 ans, j'ai fait du management hiérarchique, donc j'avais des équipes, des collaborateurs, jusqu'à 30 collaborateurs sous mes ordres. D'accord. Donc, c'est toujours un petit peu plus simple quand on a un lien hiérarchique de pouvoir faire passer des messages. Alors, je dis bien faire passer des messages parce qu'en fait, aujourd'hui, il est beaucoup plus simple que ce soit les collaborateurs qui prennent des décisions, bien évidemment, en lien avec la stratégie de l'entreprise et puis également ce que l'on souhaite faire passer. Mais en tous les cas, c'est quand même plus simple. Quand on fait du management transverse et quand on doit effectivement faire des choses à des élus ou à des opérateurs tiers, il faut essayer de comprendre en fait l'écosystème donc dans lequel les personnes travaillent, les problématiques auxquelles ils sont confrontés au quotidien, pour pouvoir en fait faire passer nos messages, donner du sens et faire en fait les choses que l'on demande de faire. Donc il faut quand même des qualités d'écoute qui soient assez fortes, de la résilience et puis également de la prise de hauteur. D'accord, mais là justement, avec tout ce que tu nous dis sur ton métier, est-ce que c'est globalement un métier qui est quand même assez stressant? Parce que tu as quand même énormément de responsabilités. Tu disais que même à un moment donné, tu avais plus de 30 personnes sous ta charge. Tout ça, c'est un peu stressant parce que du coup, quand ils ont des problèmes, j'imagine qu'ils venaient te voir en te disant, bah tiens, je sais pas quoi faire avec ça et ça, dans quel ordre je dois procéder, ce genre de choses, c'est quand même une responsabilité à tenir. Alors oui, ils venaient rarement me voir quand ils avaient des problèmes, puisqu'en fait, on anticipait, je les recevais beaucoup en entretien, on appelle ça des bilates. Donc, c'est des entretiens à 2, voire 3 avec l'adjoint quand ça parle un peu plus de technique, hein, puisqu'en fait, j'ai été manager en boutique dans le commerce pendant des années, j'ai fait 20 ans de commerce. Et après, je suis allée en technique, donc toute la partie technique, je l'ai apprise au fil de l'eau, mais je la connais de manière macro. Et donc, je me faisais accompagner de mon adjoint qui était beaucoup plus dans le technique. Et quand je faisais les entretiens avec mes collaborateurs, on pouvait en fait challenger leur vision. Et de par mon expérience, j'avais une vision un petit peu plus décalée, ce qui me permettait en fait de les challenger et de les ouvrir en fait par rapport à leur regard qui était trop en prisme sur le technique. Bien Donc, sûr. du coup, tout ça par anticipation pour éviter en fait que les collaborateurs soient souvent ou trop dans la panade ou sans submergés. Donc, le but, c'est vraiment d'être organisé quelque part pour être sûr, anticiper les problèmes à l'avance, se dire, bah tiens, peut-être que ça va provoquer ça, donc il faut faire attention que ça n'arrive pas, ou y être préparé pour être sûr qu'une fois face au problème, ne pas être paniqué et se dire, ah, qu'est-ce qu'on fait? Au moins, on a un petit peu un plan. Ok, très bien, merci pour ces conseils. Et justement, tu nous parlais de challenge, et je vois que le challenge, c'est d'arriver en 2030 à 0 client sur cuivre.
du coup. C'est ça, tout à fait. Donc, en fait, tout le travail que l'on fait et que l'on a initié, c'est pour qu'en 2030, en fait, on ait plus de clients qui soient sur le cuivre et que tous les clients soient passés sur la fibre ou sur des solutions alternatives comme le mobile ou le satellite. D'accord, très bien. Bon, bah, génial, au moins on y voit un peu plus clair. On va pouvoir passer un peu à la suite avec le cas concret. Donc là, c'est vraiment pour vérifier si on a bien compris ton métier et s'il y a des choses qu'on a un petit peu loupées, les rattraper ici. Alors, quelle mission? Identifier les lots de communes, accompagner, piloter les opérateurs d'infrastructures fibre. Alors là, en globalité, identifier les lots de communes, donc ça te permet de travailler ta géographie, du coup? Euh, alors non, non, parce qu'en fait, on est quand même sur sur notre zone. Donc, en fait, sur les 8 départements que j'avais au départ, j'en ai 4 maintenant. Et en fait, on regarde, on identifie des communes qui rentrent dans les critères qui ont été définis par Orange dans le cadre de la fermeture du cuivre. Et puis, on regarde également des critères qui nous sont imposés par notre régulateur, c'est le gendarme des télécoms, qui est l'ARCEP. C'est un régulateur qui vérifie qu'aujourd'hui, on ne fasse pas tout et n'importe quoi. Parce que même si les infrastructures appartiennent à Orange, on a des opérateurs tiers qui passent par notre réseau. Et donc, le régulateur doit vérifier qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi. D'accord, donc c'est Donc, au travers des différents critères, on identifie différentes communes. Et après, il y a différentes phases d'échange avec eux, avec les élus. Donc ça, c'est une partie du travail. Et après, quand je marque accompagner, piloter les opérateurs d'infrastructures fibre, j'en ai parlé un petit peu avant, on fait des réunions mensuelles pour voir où ils en sont dans le déploiement, quelles difficultés, comment je peux les aider, les accompagner. Et puis, c'est de faire en sorte de montrer aux régulateurs qu'on échange bien tous ensemble pour faire avancer en fait le projet. Bien sûr, d'accord, être sûr d'être sur la même longueur d'onde en tout cas. Et oui, je vois aussi vos questions, ne vous inquiétez pas, comme vous l'a bien dit Cindy, je vais y répondre, mais laissez-moi y arriver. On a une slide spéciale sur le parcours, donc on va y répondre. Pas de problème. On arrive justement au problème. Quel problème toi tu vas rencontrer? C'est le management transverse. Donc là, j'imagine que tu dois un petit peu, enfin, pour utiliser un autre mot que management, c'est un petit peu gérer les plaintes de personnes différentes pour mener à bien ton projet en fait, malgré peu importe d'où elles viennent. Ça, j'imagine que c'est compliqué. Combien de personnes tu peux avoir à être en contact, en tout cas à rentrer en contact avec sur un projet par exemple? C'est difficile à dire parce qu'en fait, ce projet-là, il est en pleine construction. On est en train d'apprendre, de construire, déconstruire pour rentrer dans une phase d'industrialisation bientôt. Donc, je dirais aujourd'hui, on est en relation avec entre 20 et 30 personnes, hein, que ça soit de l'interne, de l'externe. C'est difficile, mais je l'ai dit tout à l'heure, en fait, à la différence du management hiérarchique, c'est que en fait, on doit prendre en considération les différentes problématiques timing en fait, de nos collègues ou aux personnes tiers pour pouvoir en fait répondre à nos objectifs. Et parfois, il faut savoir être patient. Ok, qu'est-ce qui se passe si du coup tu n'atteins pas ton objectif? Dans ce cadre-là, il y a des reports qui potentiellement peuvent être faits. Ouais. Et puis après, c'est toujours de savoir est-ce qu'on s'est donné les moyens nécessaires pour y arriver? Est-ce qu'on a mis tout en place pour pouvoir réussir? Si oui, dans ce cas-là, on n'a pas de regrets à avoir. C'est un peu comme à l'école. Ce que je dis à mes enfants, aujourd'hui, quand on bosse un devoir, si on a un 4, eh ben, c'est de se dire est-ce que j'ai tout fait pour réussir? Est-ce que j'ai bien révisé? Et si oui, et j'ai eu le 4, c'est d'analyser le pourquoi, du comment, et puis faire en sorte de comprendre les erreurs qu'on a faites. C'est la même chose. Bien sûr. En fait, on doit aussi apprendre à ne pas réussir, on doit apprendre. C'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est quand on fait des erreurs. Alors, il ne faut pas trop en faire non plus, hein. Mais en tous les cas, c'est toutes les actions qu'on va mettre en place en parallèle qui vont permettre de ne plus les faire, ces erreurs. Bien sûr, c'est bien d'apprendre de ses erreurs, comme on dit.
Et là, ça a vraiment tout son sens. Donc, quelle solution tu vas trouver aussi? Tu nous as dit donner du sens, être à l'écoute, organiser, avoir de la méthode. Donc là, comme tu nous expliquais, j'imagine aussi c'est se mettre un peu à la place de chaque partie pour mieux comprendre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer et comment les accompagner et être sûr que la communication se fasse en soi. Tu es vraiment un poste clé pour la communication aussi. C'est ça, tout à fait. Okay. Après, une chose que je n'ai pas dit, c'est beaucoup d'apprentissage aussi, ou de l'auto-formation, ou de la formation en parallèle sur des outils, sur des nouvelles choses quand on prend ce type de poste. C'est pas, en fait, on n'a pas toujours quelqu'un derrière qui dit bah, voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui, demain, comment le faire. Il faut savoir vraiment se prendre en main et être autonome. C'est pour ça qu'on est à ces niveaux-là, en fait. Bien sûr. Très bien, bah justement en parlant de formation, on va pouvoir passer enfin à la slide du parcours. Elle a été pas mal demandée dans le chat. Je vous ai entendu, voici la récompense. Et le voici, le parcours d'Alexandra. Donc tu nous as dit que tu étais une élève assez sérieuse. Tu as passé un bac en économie sociale. Tu as fait ensuite un BEP électrotechnique. Est-ce qu'à cette période-là, tu savais un peu où tu allais ou tu y allais un peu à tâtons? Alors non, j'y allais à tâtons. Et quand en fait j'ai fait mes 3 années de lycée, j'ai fait en parallèle de mes 3 années de lycée un BEP électrotechnique. Donc tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, les petites vacances et grandes vacances, j'étais en entreprise et je travaillais ça pendant 3 ans. D'accord. J'ai priorisé mon bac plutôt que mon BEP électrotechnique. Donc j'ai le niveau, mais j'ai pas eu le BEP électrotechnique. Mais par contre, ça m'a permis en fait de prendre un peu de hauteur par rapport à ces filières-là qui sont hyper enrichissantes et hyper intéressantes, qui ne sont pas si simples que ça. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent, on veut absolument avoir un bac, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le bac, ça amène à des études supérieures, bac plus 3, voire bac plus 5, et c'est pas fait pour tout le monde. Alors, je vous dis surtout pas, rentrez pas chez vous en disant il y a une dame chez Orange qui a dit qu'il fallait pas avoir le bac. Oui. Je dis juste qu'il faut, il faut bien y réfléchir. Moi, j'ai préféré en fait continuer et j'ai eu mon bac. Et après, j'ai bifurqué sur un DUT Tech Deco qui s'appelle maintenant BUT. Alors, pourquoi Tech Deco? C'était à la mode, tout simplement. D'accord. C'est qu'en fait, je ne savais pas trop quoi faire, à part faire du commerce. J'aimais bien tout ce qui était négociation. Je voulais travailler dans une banque. Donc, DUT Tech Deco, c'était plutôt bien. J'aurais rêvé de faire une école de commerce, mais c'était beaucoup trop cher et du coup, j'ai pas pu faire d'école de commerce et j'ai, après mon bac plus 2, commencé à travailler. Bon, c'était beaucoup plus simple à mon époque qu'à la vôtre, quand même. Ouais, bon, heureusement, on peut y avoir toujours des exceptions. Mais alors, du coup, tu as commencé à travailler, donc tu as découvert le monde professionnel. Est-ce que la première fois que tu es arrivée sur le monde professionnel, ça t'a fait peur ou au contraire, tu étais trop contente, tu avais hâte de commencer? Non, j'avais pas trop le choix en fait. C'est que j'ai pas pu continuer mes études. Il n'y avait rien qui me convenait et puis je pouvais pas faire ce que je voulais faire. Donc non, je peux pas dire que j'ai commencé en me disant chouette, je vais travailler. J'ai commencé par travailler dans les assurances. Je faisais du porte-à-porte et ça m'a pas du tout plu. Donc du coup, j'ai continué à chercher. À l'époque, Internet n'existait pas, donc on était avec les journaux. Et je me suis mis d'arrache-pied à regarder un peu à droite à gauche et j'ai trouvé un poste pour être en fait, chef de secteur dans la chaussette et j'avais 21 départements. Donc je me suis dit, allez hop, je tente ma chance et puis ça a fonctionné. Voilà. D'accord. Et là, j'ai vu que tu as fait une VAE, licence relation client. Donc la VAE, qu'est-ce que c'est? C'est une validation des acquis. En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir autre chose qu'un bac plus 2, donc avoir un bac plus 3 au moins, sachant que je vais sûrement faire l'ESSEC aussi. C'est un master avec Orange. En fait, Orange nous donne la possibilité de pouvoir faire des validations d'acquis. Ça, c'est quand j'étais manager en boutique. Et donc, c'était une licence autour de la relation client où, en fait, vous avez toute une partie qui est déjà validée. Ce sont des modules qui sont déjà validés de par le parcours professionnel qu'on a et l'expérience.
Et puis, on a des modules supplémentaires avec un prof. J'allais à Limoges régulièrement, prendre des cours. Et puis derrière, on a un mémoire à écrire et un oral à passer. Ok, c'est grâce à ça que tu as comme validé un autre diplôme en fait. Tout à fait, une Ok. licence en fait. Et alors, tu es arrivé à quel moment de ton parcours chez Orange et ça fait combien de temps que tu es chez Orange? Alors, je suis chez Orange depuis 2019, non, 2009. Ah oui, t'as loupé 10 ans là. Hein. Je suis chez Orange depuis 2009. Avant, j'ai été dans plein d'autres entreprises où j'ai été dans le commerce pendant 20 ans. J'ai été chef de secteur donc dans la chaussette, dans la bière, dans les logiciels. Et puis chez Orange également. Et puis dans tout ce parcours-là, j'ai eu quelques années de stand-by. J'ai vécu en Afrique 2 fois. Ok, Une fois super. avec mon mari 1 année et une autre fois avec mes 2 filles et mon mari 2 ans. On a fait. D'accord, et tu étais où? On était à Djibouti. À Djibouti, ok, trop bien. Super. Bon, alors là, j'ai autre question qui va me venir. Quand on travaille chez Orange, est-ce qu'on peut être amené à voyager? Parce qu'on a vu qu'ils travaillaient avec 26 pays. Est-ce que si toi, par exemple, tu as envie d'aller dans un de ces pays, donc on a vu, ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Afrique, peu importe, en tout cas, enfin, je dis comme si c'était un pays, l'Afrique, mais non, le continent. Je veux dire, dans plusieurs divers continents, est-ce qu'il y a possibilité que tu demandes à être muté dans un service qui travaille à l'étranger sous Alors oui, l'entreprise française Orange? c'est tout à fait possible. Alors après, ça dépend des métiers que l'on fait. Il y a certains pays où il est plus compliqué d'aller parce qu'ils emploient plus des locaux, ce qui est tout à fait logique. Je pense notamment à l'Afrique. Et puis, ce sont plus des domaines métiers où on va pouvoir, nous, apporter une plus-value. Ça va être dans le marketing, également la partie financière. Donc, il faut déjà être dans le bon créneau au départ. Mais typiquement, moi, dans 3 ans, non, maintenant 2 ans, je veux partir à Mayotte. Ok, sympa. Donc, du coup, mon projet pro, en fait, il tourne autour de ça pour qu'en 2026, je parte à Mayotte avec mon mari. D'accord, trop Donc, bien. c'est Donc, possible. tu peux être amené à voyager, c'est super. Alors, on a une question qui m'a fait rire de Mustapha sur le chat, qui a fait une dissertation plus qu'une question, mais je vais quand même te la poser. Alors, accroche-toi. Je vais essayer de le dire tranquillement parce qu'il y a beaucoup de mots. Alors, quelles sont les stratégies de gestion du capital humain mises en œuvre au sein de votre entreprise pour favoriser l'optimisation des performances individuelles? Ah, alors on a des plans de développement individuel qui sont mis en place lors des entretiens individuels des collaborateurs. Donc l'entretien individuel des collaborateurs se fait 1 fois par an. Avant, pour les 4, c'était 2 fois. Ça a été modifié depuis cette année. Bien évidemment, on n'attend pas en fait ces entretiens individuels pour échanger avec les collaborateurs. Mon chef le fait régulièrement avec moi. On a des entretiens tous les 15 jours à peu près, Ok. ou tous les mois si on n'a rien à se dire. L'objectif étant effectivement de faire des points sur tout ce qui est lié au travail au quotidien, donc tous les KPI comme on dit, est-ce qu'ils sont verts ou rouges, est-ce que les résultats sont atteints, les différentes problématiques, mais également tout ce qui vont être donc plutôt les hard skills. C'est des mots, je vous en parle parce que vous allez Ouais. sûrement les entendre. C'est Oui. des mots anglais, on parle beaucoup en anglais. Et en fait, ces plans de développement individuel, on les lie plus à des soft skills, ce Alors, qui est-ce sont que tu plutôt peux liés, voilà, je nous vous en parle, repréciser? de la communication, à la manière dont on va travailler sur les émotions. Donc, on peut avoir les émotions dans le management, puisqu'en fait, quand vous discutez avec des personnes, si la personne est complètement à l'opposé de vous, ça peut être irritant, ça peut être fatigant, ça peut être. Donc, il faut essayer de comprendre la personne qui est en face de soi. Donc, en fait, il y a plein d'éléments comme ça qui sont échangés et on peut faire des formations pour pouvoir les travailler, les comprendre et ça fait partie de plans de développement individuel. C'est très ancré chez Orange et aujourd'hui, Orange travaille beaucoup sur ces sujets-là Pour y pour faire attention. l'épanouissement des collaborateurs. Ça, c'est super. Ça, franchement, c'est génial. Et puis, c'est de voir qu'on peut continuer d'évoluer, même si on a un poste, on n'est pas bloqué. Et justement, ça a été ton cas parce que tu as fait plusieurs postes chez Orange, du coup.
Oui, j'ai travaillé en tant que chef de secteur où je développais les parts de marché dans les magasins de grande distribution ou les magasins spécialisés, les magasins propres Orange. Ensuite, j'ai travaillé dans 2 boutiques où j'étais manager de boutique sur Marseille. Et puis après, j'ai été manager de chargé d'affaires et d'ingénieuriste réseau pendant 4 ans et demi avant de prendre ce poste-là aujourd'hui. Ouais, bah, un sacré parcours du combattant de tout ce que tu nous en dis en tout cas. Et justement, moi j'avais une question, c'est qu'est-ce que tu as préféré dans tout ça et qu'est-ce que tu as un peu moins aimé? Donc dans les choses que tu as préférées, tu nous as dit les projets stratégiques, j'aime le challenge et construction du projet de A à Z. Ça, j'imagine que ça c'est super parce qu'on peut le suivre pas à pas, on peut se dire c'est un petit peu comme notre petit bébé, de se dire ça c'est mon projet, j'ai hâte que ça évolue en bien en fait et puis de pouvoir ensuite te dire bah tiens c'est grâce à moi en partie, hein, je veux bien dire, mais c'est en partie grâce à moi qu'il n'y a plus de cuivre à la fin. C'est ça. Donc en fait, par rapport au poste que j'ai aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est le projet stratégique. J'ai pris ce poste-là dans le cadre de mon projet professionnel et notamment parce que l'arrêt du cuivre fait partie du top 4, il y en a 5, France, Orange. Donc c'est vraiment un gros projet. Donc ça permet en fait de pouvoir être mis en avant et d'échanger avec un écosystème assez large en interne et en externe. L'écosystème, c'est les différentes parties prenantes et différentes personnes avec qui on travaille. Oui. Et quand je dis j'aime le challenge, c'est que je viens du commerce et donc il faut toujours qu'il y ait du challenge, ça c'est obligé. Forcément. Et après, dans la construction du projet de A à Z, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce projet-là, il est en pleine construction. Et juste avant, j'étais en réunion où, en fait, on nous demande notre avis. On nous dit, bah voilà, on aimerait travailler là-dessus. Est-ce que vous pouvez regarder? On refait des groupes de travail pour pouvoir challenger chaque remontée et voir après comment on va travailler quand on aura beaucoup plus de volume. Donc, c'est super intéressant, en fait. Ouais, ça j'imagine, c'est sûr qu'après, quand on est dedans en plus, il y a vraiment une valeur et c'est concret, c'est important. Et dans les choses que tu n'aimes pas, tu as dit le manque de communication et d'organisation en interne. Ça, c'est sûr, avec beaucoup de, comme tu nous expliquais, de parler avec énormément de personnes, ça confronte à plein de types de personnes et plein de types d'organisations différentes. Alors, c'est juste en fait qu'on est en plein, on vient juste de changer en fait notre modèle de fonctionnement. Il y a eu pas mal de transformations chez Orange et donc c'est le temps que ça se mette en place. Et c'est en train de se mettre en place au fil de l'eau. Malgré tout, aujourd'hui, on a encore des moments où on apprend des choses à la cantine où on n'a pas les informations en temps et en heure. Et là-dessus, je suis un peu exigeante aussi. Hein, donc, obligatoirement, pour moi, c'est embêtant. J'ai eu l'occasion d'en parler en entretien avec mon chef, donc il y travaille. D'accord, ça c'est important, la communication c'est la clé. Et justement, alors petite question qui est quand même passée énormément dans le chat. Là, ça s'est un petit peu calmé, mais peut-être que c'est les modos qui ont justement bloqué au bout d'un moment parce qu'il y avait beaucoup trop la question qui revenait. Est-ce que ça t'embêterait? Tu es libre de dire non, il n'y a pas de problème. Je gagne. Oui, c'est ça, exactement. En gros, une fourchette même un peu large de revenus nets, en gros, que quelqu'un pourrait avoir en tant que débutant à ton poste. J'imagine que ça dépend bien sûr des entreprises, ça dépend du milieu dans lequel tu évolues, etc. Mais est-ce que tu aurais un chiffre à nous donner? Oui, alors je gagne 3 000 € à peu près par mois quand on retire les impôts. D'accord. Okay. Les prélèvements à la source aujourd'hui sont faits directement sur nos salaires et donc je gagne à peu près 3 000 €, un peu plus de 3 000 €. Il faut savoir qu'en fait, effectivement, on n'a pas tous les mêmes salaires chez Orange, même sur les mêmes postes. Je ne sais pas combien, enfin je pourrais savoir, mais bon, ce n'est pas des choses que je demande et on communique pas trop entre nous. Savoir combien gagne mon homologue, par exemple. Mais en fait, tout dépend de l'ancienneté, tout dépend de l'expérience également, tout dépend du parcours. Parce que à l'époque, quand on bougeait un peu à droite à gauche, on prenait des augmentations ou tous les ans, on peut avoir des augmentations ou pas. Enfin, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et parfois, j'avais des collègues, quand j'étais en boutique, qui gagnaient parfois 500 € de plus que moi par mois. Voilà. Ça dépend en fonction de chacun, j'imagine, ouais.
C'est ça. En fait, c'est très difficile aujourd'hui. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de parler de ces sujets-là en interne, parce qu'en fait, on a tous des parcours différents et ça peut être frustrant, en fait, de se dire, bah, mon collègue, il gagne plus que moi. S'il gagne plus que moi, c'est qu'il y a une raison à ça. Typiquement, moi, je suis partie plusieurs fois à l'étranger, donc 2 fois à l'étranger, notamment chez Orange, une fois. Donc, obligatoirement, bah, pendant 2 ans, je n'ai pas eu les mêmes augmentations que mes collègues. Pour ça, j'y mets un bémol. Bien sûr, oui, ça dépend énormément de la situation, comme on le disait. Puis d'une entreprise à l'autre, ça change totalement. Donc, c'est important aussi de préciser. Mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir ton cas de figure, d'avoir un peu une idée globalement aussi, et puis de se faire un peu plus une idée sur ton métier. En tout cas, bon, il y a pas mal de questions dans le chat, mais je te propose qu'on passe juste à la suite. Tu nous as dit, quand tu as été manager, tu le restes pour toujours. Pourquoi? Est-ce que c'est cette envie de fédérer qui reste en soi ou qui est difficile à lâcher? Oui, c'est quelque chose qui est quand même assez fort, et le fait en fait d'être tourné vers les autres et moins vers soi. Comme je vous l'ai dit, je vais régulièrement à l'hôpital. J'ai eu un cancer et c'était pendant la période Covid, et du coup le fait d'avoir une équipe, ça m'a permis de me tourner vers eux. Alors pas personnellement, professionnellement, parce que je fais vraiment la différence entre le perso et le pro, mais en tous les cas, j'étais centrée sur eux, sur la manière d'organiser le travail, sur leurs problématiques, les faire monter en compétences. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Et je sais que ce poste-là que j'ai de chef de projet est très bien. Mais je suis certaine que je serai de nouveau manager dans les années à venir. C'est presque sûr. Parce que en plus, c'est des choses qui ravit quand on sait que moi j'ai quand même pas mal de mes anciens collaborateurs qui sont devenus cadres aujourd'hui, qui sont soit au niveau en dessous de moi, soit au même niveau que moi. Évidemment, avec une ancienneté qui est beaucoup plus jeune. Ça fait 10 ans que je suis au même niveau. Eux, ils viennent d'y arriver, donc on n'a pas la même expérience. Mais en tous les cas, ce sont des personnes que j'ai accompagnées. Parfois, on s'est disputé, parfois, ça a été dur. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés dans l'entreprise. Donc ça, c'est hyper gratifiant, et ça montre aujourd'hui tout le travail que l'on peut faire avec les collaborateurs, et c'est super bien. Bah, carrément, en tout cas, c'est quel parcours, franchement, bravo à toi, hein. Vraiment, là, plus tu nous en dis, plus il y a des nouvelles facettes, et je trouve ça bien. Enfin, merci beaucoup, en tout cas, de nous partager tout ça. Je ne sais pas si vous réalisez, les élèves, la chance que vous avez d'avoir ces stages, justement, pour vous permettre un peu d'en reparler. Et ça me fait penser à une question. Est-ce que tu prends des stagiaires de 3e, par exemple? Alors, j'en prenais, mais essentiellement des enfants de mes collaborateurs, parce qu'en fait, c'est toute une organisation, beaucoup de papiers à faire signer. Et puis surtout, en fait, que quand on a des stagiaires, hein, l'objectif, c'est pas qu'ils soient tout le temps au même bureau. Donc, il faut organiser des journées ou des matinées avec différents collègues. Et tout ça, en fait, ça s'organise et ça prend beaucoup de temps. Donc, quand on a la possibilité de le faire, on le fait. Mais moi, je ne vais pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. L'objectif, c'est vraiment qu'il ait une semaine où il va faire waouh, et il a vu beaucoup de choses. Donc, j'ai dû en prendre 2, 3. Après, j'ai des homologues qui en prennent beaucoup plus. Ils s'organisent différemment. Quand on a une équipe de 30 personnes, on priorise quand même. Bien sûr, c'est sûr. Et puis, c'est bien parce qu'au moins, tu te laissais plus de temps avec un stagiaire, de vraiment lui montrer tout, comme tu disais, pas juste se dire, allez hop, t'as un stage, mais je te laisse dans une pièce tout seul, quoi. C'est ça. Après, on a très peu de demandes de stagiaires externes, hein. Franchement, ouais. très, très peu. Ouais. Ok. Alors, soit ça n'arrive pas jusqu'à nous, sachant qu'il y a possibilité, en fait, sur Orange Jobs, vous avez, c'est le site, en fait, où vous pouvez trouver des stages, vous pouvez trouver des alternances. Et puis après, c'est sûr, on peut recevoir aussi des CV ou des lettres de motivation en direct, bien évidemment, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Après, les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est un super réseau social pour pouvoir, en fait, faire passer des messages, hein. C'est le réseau social
des entreprises, on va dire. Vous y allez peut-être moins souvent, parce que vous êtes sûrement sur Insta ou d'autres réseaux sociaux, mais celui-ci est pas mal. Non, Et c'est après, bien. message plus particulier pour les filles. Aujourd'hui, on manque cruellement de femmes sur les métiers techniques. Et c'est bien dommage, hein, parce que dans mon ancienne équipe, j'avais des femmes qui étaient très coquettes, hein, très bien habillées quand elles n'étaient pas sur le terrain. Quand elles étaient sur le terrain, elles mettaient un pantalon et des chaussures de sécurité et hop, elles allaient sur le terrain. Mais ça ne les empêchait pas de faire ce métier-là et de le faire très bien et d'être coquette au bureau quand il fallait être coquette. Donc, les métiers techniques sont vraiment des métiers qui sont à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et je le dis parce que ça doit vous permettre de faire les choix qui vont bien quand vous choisirez votre parcours sur Parcoursup et vos études supérieures. Totalement. Merci de le repréciser, c'est important, effectivement. Il y a de la place pour tout le monde et on compte sur vous. Je vois qu'il y a une espèce de guéguerre dans les commentaires entre les modos, entre Cindy, entre Loïc. En tout cas, il y a pas mal de commentaires sur ton métier et ça fait plaisir de voir autant de personnes qui se posent des questions grâce à toi. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux jeunes, un dernier conseil, un dernier mot avant de se quitter ? Je dirais, croyez en vous. Alors là, ça va être plus la maman qui va parler. Je dirais, croyez en vous et croyez en ce que vous voulez faire. Et donnez-vous les moyens, surtout, d'y arriver. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup flemme, pas envie. Sauf que pour y arriver, il faut travailler. Faut y aller. Ouais. Et puis, on y trouve aussi une certaine forme de bonheur aussi, hein. C'est pas travailler. Moi, j'adore aller travailler, me lever et aller travailler. Après, c'est sûr que je me suis jamais dit je serai chef de projet, je serai manager. En fait, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire et ce que j'allais faire. Si c'était à refaire, je referais les mêmes choix. L'avantage chez Orange, c'est qu'on peut changer de métier. C'est bien ce que tu nous as montré, c'est l'évolution, aussi l'accès aux formations qui est bien. Et puis un énorme réseau qui permet même de partir à l'étranger si on a envie. Ça, c'est cool aussi. C'est quand même un sacré avantage d'être dans une grosse entreprise pour ça. C'est ça. Il y a des avantages et puis il y a des inconvénients, mais en tous les cas, quand on y est, en général, on y est bien. On y reste. Écoute, merci beaucoup, Alexandra, pour toutes ces informations. Et puis, on pourra se dire à bientôt, dans quelques années, dans un nouveau poste, peut-être. Est-ce que tu vois des démarches d'évolution ou des choses comme ça que tu aimerais mettre en place? Bon, j'imagine que là, tu as déjà bien engagé dans ton projet. Oui, après, c'est le step au-dessus. Hein. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est pour pouvoir à la fois partir à l'étranger, l'étranger, Mayotte, c'est la France. Hein. C'est bien, la destination est choisie pour plein de raisons. Et puis également évoluer également en termes de promotion, oui. C'est le but. Hein. C'est le poste clé là que j'ai pour y arriver. Merci beaucoup en tout cas pour ton échange de savoir et puis on se dit à Mayotte la prochaine fois. C'est ça, avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis bon stage virtuel. Merci beaucoup. Nous justement on fait une toute petite pause. Ma voix se part carrément. On fait une toute petite pause de 5 petites minutes avant de lancer, peut-être même 10 petites minutes, on me dit, pour pouvoir ensuite lancer la synthèse. Donc, n'hésitez pas à préparer à l'avance un peu toutes les notes que vous avez faites. Remettez-les au propre, remettez du stabilo dessus pour les choses les plus importantes parce qu'il n'y aura pas de quiz tant qu'il n'y aura pas la synthèse totalement remplie. Voilà, je compte sur vous. Et puis, vous inquiétez pas, oui, comme on l'a précisé, pour les personnes qui veulent faire un CAP bateau, il y a des visites virtuelles de bateaux. Je les ai animées. Elles sont très, très cool. Donc, je vous invite à aller fouiller sur le site par la suite. Voilà, à tout de suite.